Dans cette séquence d'introduction, parmi tous les produits, à votre avis, lesquels contiennent du sucre? Bon, il y avait un piège, ils contiennent tous du sucre. Le lait et le jus de fruits contiennent naturellement du sucre et tous les autres produits contiennent des sucres ajoutés. Aujourd'hui, le sucre s'est infiltré partout et même dans des produits dans lesquels on ne penserait pas le trouver. Que ce soit de la charcuterie, des soupes, des sauces, des sushis et même des légumes en conserve. En fait, il y a des ingrédients sucrants dans près de 80% des produits transformés. Dans cette vidéo, on va parler des sucres libres, ceux qu'on ajoute aux aliments et ceux déjà naturellement présents dans le miel, les sirops et les jus de fruits. En gros, tout le sucre dont on pourrait très bien se passer, mais qui, quand on le consomme en excès, peut sérieusement impacter notre santé. L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas en consommer plus de 25 à 50 grammes par jour. Mais en France, on est beaucoup à en manger 2 à 3 fois plus. Et c'est d'autant plus vrai pour les plus jeunes. Sur les 30 dernières années, l'obésité mondiale a plus que doublé chez les adultes et elle a carrément quadruplé chez les jeunes, avec toutes les répercussions que ça suppose pour leur santé. Chez nous en France, environ 17% des adultes sont obèses, et si on ne fait rien, ce chiffre pourrait grimper à 29% d'ici 2030. Alors on peut se demander comment on en est arrivé là. Bonne question. Comment ce produit qui était super rare il y a encore 2 siècles est devenu omniprésent dans notre alimentation. Et surtout, pourquoi on galère autant à arrêter d'en manger? On va le voir, c'est pas qu'une question de volonté. C'est aussi une histoire de produits parfaitement formulés, de pubs bien ciblées et de stratégies marketing qui savent exactement comment s'adresser à notre cerveau. Pour commencer, on va voir d'où nous vient cette obsession pour le sucre. Durant des millénaires, nos ancêtres ont évolué dans des environnements hostiles. Leur survie dépendait de leur capacité à se procurer des aliments riches en calories. Ceux qui trouvaient des fruits sauvages bien mûrs et bien sucrés avaient plus de chances de s'en sortir que les autres. Cette attirance se serait donc transmise de génération en génération. Nous, aujourd'hui, on consomme du sucre à chaque repas, parfois sans même le savoir. Le problème, c'est que notre cerveau n'a pas eu le temps de s'adapter à cette abondance soudaine. Mais alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on s'enfile un paquet de M&M's? Eh bien, quand on mange du sucre, notre cerveau active le système de la récompense et libère de la dopamine. La dopamine, c'est notre signal de plaisir interne. Elle nous pousse à répéter des expériences agréables. C'est ce même mécanisme qui s'active quand on scrolle sur les réseaux, quand on atteint un objectif ou quand on retrouve des amis. Le problème, c'est que quand on consomme régulièrement du sucre en grande quantité, 2 choses se passent. À court terme, on va se sentir bien grâce aux endorphines et à la sérotonine, mais à long terme, c'est là que ça pose problème. Les récepteurs de la dopamine vont commencer à se désensibiliser. En gros, on aura besoin de plus en plus de sucre pour ressentir le même plaisir. Et ça s'arrête pas là. Cette dérégulation de la dopamine impacte aussi nos fonctions cognitives au quotidien. Résultat, on peut avoir des difficultés de concentration, des trous de mémoire plus fréquents et une sensation de brouillard mental après avoir trop mangé sucré. Ça peut vous rappeler les effets d'autres substances, comme la nicotine ou l'alcool. Le sucre n'est bien sûr pas aussi dangereux, mais certains des mécanismes cérébraux sont assez similaires. D'ailleurs, les dernières études suggèrent qu'on ne développe pas vraiment une addiction au sucre, mais plutôt aux aliments ultra transformés. Les scientifiques les appellent des aliments hyper palatables. En gros, ils sont conçus pour être très appétissants et faciles à manger. C'est pour ça que personne ne mange du sucre en poudre à la cuillère, mais qu'on peut facilement s'envoyer un paquet de pépitos entier sans même s'en rendre compte. Et on finit par prendre du poids. Quand on consomme plus de sucre que nécessaire, notre corps le transforme en graisse pour le stocker. Ce mécanisme était très utile pour nos ancêtres qui devaient survivre à des périodes de famine. Mais aujourd'hui, où la nourriture est disponible partout et tout le temps, et on bouge beaucoup moins, ça peut devenir un vrai problème. Dans le temps, cette prise de poids peut conduire à l'obésité. Et l'obésité, c'est pas seulement un chiffre sur une balance. Elle s'accompagne de vrais problèmes de santé, comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle ou encore des douleurs articulaires et de l'apnée du sommeil qui compliquent le quotidien. Il y a aussi l'aspect psychologique qu'on oublie souvent. L'obésité peut avoir un impact sur l'estime de soi, parfois jusqu'à la dépression. Et puis il y a ce cercle vicieux qui s'installe. Plus on se sent mal, et plus on se tourne vers la nourriture réconfortante. Et contrairement aux idées reçues, ce n'est pas juste une question de volonté. Les personnes concernées luttent contre des mécanismes biologiques puissants, dans un environnement alimentaire qui est conçu pour nous faire craquer. C'est d'autant plus inquiétant que ces mécanismes se mettent en place de plus en plus tôt. Quand l'obésité se développe pendant l'enfance, elle a tendance à persister à l'âge adulte.
Maintenant, il faut qu'on parle du fructose industriel. On trouve notamment sous forme de sirop de glucose-fructose dans certains produits. Il suit un chemin particulier dans notre corps. Contrairement au glucose que toutes nos cellules peuvent utiliser, le fructose est uniquement traité par le foie. Et quand il y en a trop, le foie transforme cet excès en graisse. C'est comme si on gavait notre foie comme une oie. D'ailleurs, on appelle ça littéralement la maladie du foie gras. Cette accumulation de graisse dans le foie finit par l'endommager et perturber son fonctionnement. Ce même mécanisme contribue aussi au développement du diabète de type 2. L'accumulation de graisse dans le foie perturbe sa capacité à réguler le taux de sucre dans notre sang. Le pancréas doit alors produire toujours plus d'insuline pour compenser. À force, ce système s'épuise et c'est là que commence le diabète. Nos dents aussi subissent les conséquences de notre alimentation. Dans la bouche, les sucres nourrissent des bactéries qui acidifient l'émail. Plus l'exposition est fréquente, plus le risque de carie augmente, surtout si on a une canette de soda à portée de main toute la journée. Pour résumer, la surconsommation de sucre diminue nos capacités de concentration et de mémorisation, et elle est directement responsable de nombreuses pathologies comme l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et la dégradation du foie et des dents. Mais c'est pas tout. Indirectement, elle peut aussi être la cause de plusieurs cancers et de troubles hormonaux et inflammatoires. Maintenant qu'on connaît les effets du sucre sur notre organisme, on peut se demander comment le sucre en est venu à prendre une telle place dans notre alimentation. Notre relation avec le sucre est en fait très récente, et pour bien comprendre cette transformation, on va remettre un peu de contexte historique. Au XIe siècle, le sucre débarque en Europe, et c'est un produit tellement rare et précieux qu'il est réservé aux plus riches. À l'époque, la consommation moyenne de sucre en Europe est proche de zéro. Les gens utilisaient le miel pour sucrer, mais c'était un luxe que peu pouvaient s'offrir. Entre 1670 et 1780, les choses commencent à bouger. L'importation de sucre explose. Elle est multipliée par 23. Mais même là, c'est toujours un produit de luxe que seule l'aristocratie peut se permettre régulièrement. Le vrai tournant, il a lieu au début du 19e siècle. En 1806, Napoléon déclare un blocus continental contre l'Angleterre. La France se retrouve coupée de ses plantations antillaises où les esclaves produisaient le sucre de canne. Alors, pour contrer ça, on commence à cultiver massivement de la betterave sucrière dans le nord de la France. Sur décision de l'empereur, l'État finance les premières raffineries. La France devient alors la première industrie sucrière d'Europe, et elle l'est encore aujourd'hui. Pour mesurer l'ampleur du changement, en 1850, un Français consommait 3 kg de sucre par an. Aujourd'hui, rien qu'en buvant un caramel macchiato ou un grand verre de jus d'orange par jour, on dépasse facilement les 15 kg annuels. Mais le véritable basculement, il intervient après la Seconde Guerre mondiale. L'urbanisation s'accélère, les femmes travaillent davantage hors des foyers et les supermarchés se multiplient. On commence aussi à importer massivement des produits américains comme le Coca-Cola. C'est l'entrée dans la société de consommation, avec l'explosion du marketing et de la publicité. Dans les années 50, le Français moyen mange à peu près 26 kg de sucre par an. Et 20 ans plus tard, en 1970, la consommation atteint 36 kg de sucre par an et par personne, soit 12 fois plus qu'un siècle plus tôt. Le sucre est devenu banal. The message on Saturday morning in children's ads is sugar, 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 sweet, sweet, sweet. That's not the food message we should be giving to America's children. Et elle a raison d'être inquiète. En France aussi, on commence à se préoccuper des dangers du sucre. Les ventes de sucre en poudre reculent, mais pas notre consommation totale. En fait, on cuisine moins et les produits industriels finissent par remplacer le fait maison. Et cette transformation, elle n'est pas que française ou américaine. Au Mexique, le Coca-Cola devient si omniprésent qu'il coûte parfois moins cher que l'eau potable dans certaines régions. Résultat, le Mexique affiche aujourd'hui l'un des plus forts taux d'obésité au monde. D'ailleurs, partout où s'installent les multinationales du sucre, on voit apparaître les mêmes problèmes de santé qui étaient quasi inexistants avant. Au fil des décennies, on est donc passé d'une faible consommation de sucre visible à une consommation importante de sucre caché. Mais cette transformation, elle ne s'est pas faite par hasard. Derrière cette évolution, il y a eu des stratégies délibérées, des techniques de manipulation si efficaces qu'elles ont littéralement reprogrammé nos habitudes alimentaires. Pour comprendre tout ça, on va se pencher sur l'histoire d'un homme qui a révolutionné l'art de la manipulation. Ces méthodes ont été si impactantes qu'elles influencent encore aujourd'hui notre façon de consommer. Cet homme, c'est Edward Bernays, le père du marketing moderne et neveu du psychanalyste Sigmund Freud.
Dans les années 1920, Bernays comprend quelque chose de fondamental. Les gens n'achètent pas vraiment des produits pour leur utilité. Ils achètent ce que ces produits représentent et leur promettent. La validation de leur entourage, le bien-être ou un sentiment d'accomplissement. Une voiture par exemple, ce n'est pas qu'un moyen de transport. Pour certains, c'est une promesse de liberté. Pour d'autres, c'est une démonstration de réussite. Et c'est pareil pour le réfrigérateur. On l'achète pour conserver des aliments bien sûr, mais aussi pour montrer qu'on est une famille moderne et prospère. Bernays réalise alors qu'il peut jouer sur ses envies profondes, pour nous faire croire qu'on a absolument besoin de tel ou tel produit. Et c'est là qu'il révolutionne le marketing avec un principe simple. Vendre une idée plutôt qu'un produit, une émotion plutôt qu'un objet. Il s'inspire des théories psychanalytiques pour manipuler les masses. Plutôt que de faire de la pub comme tout le monde, Bernays va faire de la propagande déguisée. What my father understood about groups is that they are manipulable, they're malleable, and that you can tap into their deepest desires or their deepest fears and use that to your own purposes. En 1929, Bernays travaille pour American Tobacco. Sa mission est de booster les ventes de Lucky Strike auprès des femmes. Mais plutôt que de leur vendre des cigarettes, il leur vend l'émancipation, la modernité. Il organise un coup médiatique lors de la parade de Pâques à New York. Des femmes recrutées pour l'occasion défilent en allumant leur torche de la liberté devant les journalistes. Fumer en public devient un acte féministe. Et Lucky Strike connaît une croissance phénoménale. Habile. Mais c'est sa campagne pour la société Beech-Nut Packing Company qui nous montre l'incroyable efficacité de ces méthodes. Pour relancer les ventes de bacon, Bernays s'attaque directement aux habitudes culturelles des Américains. Il orchestre une opération psychologique de grande ampleur. Il arrive à convaincre plus de 4000 médecins de recommander un petit déjeuner copieux à base d'œufs et de bacon. Puis il diffuse largement ses recommandations médicales dans la presse. Plutôt que de vendre un produit, il a inventé un rituel. Résultat, le petit déjeuner américain devient une norme culturelle et les ventes de bacon explosent. Bernays vient d'instituer quelque chose de redoutable. L'utilisation de l'autorité médicale pour légitimer la consommation. Mais surtout, il a prouvé qu'on peut fabriquer artificiellement des besoins en manipulant nos émotions et nos insécurités. Et ces techniques révolutionnaires, elles ne vont pas passer inaperçues. Les frères Kellogg, qui cherchaient déjà depuis un moment à donner une image saine à leurs céréales, vont s'en inspirer. Dans les années 40, on voit partout apparaître le slogan « Breakfast is the most important meal of the day ». Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Une phrase que vous avez sûrement déjà entendue. Cette affirmation, présentée comme une vérité scientifique, en réalité, elle s'appuie sur des études financées par l'industrie alimentaire elle-même. En fait, Kellogg's reprend et adapte les techniques de Bernays. Utilisation de l'autorité médicale, manipulation de l'opinion par la presse, et création de nouveaux rituels alimentaires. Avec ça, ils réussissent à ancrer l'idée d'un petit déjeuner indispensable dans la culture populaire. Et à peu près au même moment, les producteurs d'orange vont suivre exactement le même modèle. Ils réussissent à nous convaincre qu'un verre de jus d'orange au petit déjeuner est une source d'énergie indispensable pour bien commencer la journée. Pourtant, un verre contient autant de sucre qu'un Coca-Cola. Et en supprimant la pulpe et les fibres de l'orange, on obtient une boisson ultra concentrée en fructose, que notre corps absorbe très rapidement. Ce modèle américain, il va s'exporter massivement en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Bernays a posé les bases du marketing moderne, mais très vite, les industriels de l'agroalimentaire vont perfectionner et généraliser ces techniques. Et leur première cible, ce sont les enfants. D'abord parce que les enfants ont du mal à distinguer la pub du divertissement, mais aussi parce qu'ils influencent les choix alimentaires de toute la famille. Et surtout parce qu'ils développent très tôt des habitudes qui vont durer toute leur vie. Et cette stratégie de conditionnement précoce, certains industriels la poussent jusqu'à l'extrême. En 2024, une enquête révèle que Nestlé ajoute du sucre dans ses aliments pour bébés vendus dans les pays à plus faible revenu. Parfois plus d'1 cube de sucre par portion. Alors que les versions européennes, elles n'en contiennent pas. Difficile de ne pas y voir une stratégie. Habituer ces bébés au goût sucré dès leur premier repas. En Europe, les produits pour bébés sont heureusement plus réglementés. Mais dès que les enfants grandissent, c'est une autre histoire. Là, ils deviennent une cible de choix pour le marketing. Selon une étude de l'UFC Que Choisir de 2020, 88% des pubs pour enfants concernent des produits de Nutri-Score D ou E. Ces pubs captent leur attention avec des personnages colorés et des jingles qui restent en tête. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous vous souvenez de pubs qui sont sorties il y a plus de 15 ans.
Chocapic de Nestlé, c'est fort au chocolat. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, ces techniques ont évolué. Les marques se tournent vers les influenceurs pour toucher directement les jeunes. Et ces publicités sont beaucoup plus insidieuses que les pubs classiques, puisqu'elles exploitent le lien de confiance qui existe entre le créateur et le spectateur. Et les marques ont depuis longtemps investi le cinéma et les jeux vidéo. Cette canette bien visible sur la table du héros, ce paquet de céréales dans la cuisine de la famille parfaite, ces placements de produits nous influencent sans qu'on s'en aperçoive. Et les produits eux-mêmes sont conçus pour être ludiques. Jouets dans les Kinder, emballages ultra colorés, distributeurs de bonbons dans les magasins. Et si vous êtes né dans les années 90, vous vous souvenez certainement des CD de jeux vidéo dans les paquets de céréales. Pour les adultes, le marketing est plus subtil. On fait passer des produits sucrés pour des produits sains. Comment ? En mettant en avant l'absence de matières grasses, un label bio ou des vitamines ajoutées. Tout pour qu'on ne regarde pas la quantité de sucre. L'exemple parfait, ce sont les boissons. On peut penser à Red Bull ou Coca-Cola qui sponsorisent des événements sportifs pour associer leur image à la performance. Et puis il y a toute la gamme de produits dits protéinés qui eux aussi sont souvent très riches en sucre. Même chose pour tous ces sucres qu'on nous vend comme des alternatives saines, sirop d'agave ou sucre de coco. Le problème c'est qu'ils contiennent souvent plus de fructose que le sucre blanc qu'on essaie d'éviter. Le placement des produits aussi est très stratégique. Le marketing ne laisse rien au hasard. On les trouve dans des lieux propices aux achats impulsifs, dans les gares où on est stressé, dans les universités entre deux cours, dans les cinémas ou les parcs d'attractions où on est moins attentif à ce qu'on consomme. Toutes ces stratégies, elles contribuent à créer ce que les experts appellent un environnement obésogène, un monde où il devient très difficile d'échapper au sucre. Mais l'industrie du sucre ne se contente pas de manipuler les consommateurs. Elle s'attaque directement à la science et aux décideurs. Dans les années 60, les premières études montrent les dangers du sucre et la Sugar Research Foundation, le lobby américain du sucre, contre-attaque. En 1967, des chercheurs de Harvard publient une étude qui minimise les liens entre sucre et maladies cardiovasculaires, pointant plutôt du doigt les graisses saturées. Il a fallu attendre 50 ans en 2016 pour découvrir que ces chercheurs avaient été payés par l'industrie sucrière. Et en 2015, ça continuait. On a appris que Coca-Cola aussi finançait des études. Le but, nous convaincre que l'obésité vient du manque d'exercice et pas des sodas. En France, la stratégie est similaire. Dans les années 90, l'industrie du sucre crée la Semaine du goût. Sous couvert d'éducation au goût, elle distribue des brochures dans les écoles. Mais ces brochures, elles encouragent les enfants à manger plus de sucre. Mais le summum, c'est en 2013, quand l'État français a signé un accord avec le CEDUS, le lobby du sucre français. Leur mission, s'occuper de l'éducation alimentaire dans les écoles. Et oui, vous avez bien entendu, on a confié l'éducation nutritionnelle des enfants directement aux vendeurs de sucre. Pendant des décennies, l'industrie du sucre a réussi à détourner notre attention, retardant notre prise de conscience des dangers du sucre. Cette histoire du sucre, elle révèle comment les industriels manipulent nos désirs. Bernays l'avait compris, on ne vend rien en s'adressant à la raison. Les femmes qui fumaient des torches de la liberté pensaient s'émanciper. En réalité, elles suivaient un script écrit par un publicitaire payé par l'industrie du tabac. Un siècle plus tard, ces stratégies ont fait leurs preuves. Le lobby du sucre qui s'infiltre dans les écoles, Coca-Cola qui finance ses propres études, et Nestlé qui conditionne les bébés dès le berceau. Mais ces techniques, elles dépassent le sucre. Elles orientent nos choix de consommation, définissent ce qu'on considère comme normal ou désirable. Aujourd'hui, l'exemple de Shein en est une illustration parfaite. La marque vend des vêtements jetables, fabriqués dans des conditions indignes. Mais son slogan en France, c'est « La mode est un droit, pas un privilège ». Acheter devient un acte d'émancipation, presque militant, comme les torches de la liberté un siècle plus tôt. Partout où il y a un profit à se faire, quelqu'un cherche à contourner notre raison pour jouer sur nos émotions. Mais comprendre ces mécanismes d'influence, c'est se donner les moyens de s'en défaire. Être capable de questionner d'où nous vient cette envie qui semble si naturelle et de reconnaître quand on essaie de court-circuiter notre jugement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner et puis la partager avec tous ceux qu'elle pourrait intéresser. Et dites-moi en commentaire quel sujet vous aimeriez qu'on explore dans une prochaine vidéo.